Imaginez que vous observez une tasse de café fumante posée sur la table. En quelques minutes, la vapeur cesse de s'élever, le liquide refroidit, et vous vous retrouvez avec un café tiède et fade. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vu l'inverse se produire? Un café froid qui se met soudain à bouillonner et à dégager de la vapeur tout seul? Bien sûr que non. Mais pourquoi? La réponse à cette question apparemment simple va nous mener vers l'une des découvertes les plus profondes de la science moderne, et pourrait bien changer complètement votre façon de percevoir le temps, l'univers et même votre propre existence. Le mot entropie sonne intimidant, n'est-ce pas? Comme s'il s'agissait d'un terme inventé par des scientifiques pour nous embrouiller encore davantage. Mais ce qui se cache derrière ce nom mystérieux est quelque chose d'étonnamment élégant et même poétique. L'entropie n'est pas une force surnaturelle ni une particule invisible qui erre dans l'espace. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et en même temps révolutionnaire, une façon intelligente de compter les possibilités. Pensez au tiroir de vos chaussettes. Quand vous le rangez parfaitement, avec chaque paire pliée et alignée, il n'existe qu'une seule façon pour qu'il soit organisé. Mais de combien de manières différentes peut-il être en désordre? Des centaines, des milliers peut-être. L'entropie fonctionne exactement de cette façon. Elle mesure combien de formes différentes un système peut s'arranger intérieurement sans que vous perceviez la moindre différence de l'extérieur. Pour mieux comprendre cela, imaginez que vous ayez une vision microscopique fantastique et que vous puissiez voir chaque atome de votre café. Ce que vous voyez de l'extérieur est simple. Un liquide brun, immobile, tiède. Mais là-dedans, des milliards de molécules dansent une danse frénétique, se heurtent, tournent, vibrent. Il existe des milliards de façons différentes pour ces molécules de s'organiser, tout en produisant exactement le même café tiède que vous voyez. Voilà le secret de l'entropie. Elle ne mesure pas le désordre au sens commun du terme. Elle mesure la multiplicité. Combien d'histoires microscopiques différentes peuvent raconter la même histoire macroscopique? Et voici le point crucial. Plus il y a d'histoires possibles, plus l'entropie est grande. C'est comme si l'univers était un comptable obsessionnel, tenant toujours compte de toutes les possibilités. Maintenant, faisons une expérience de pensée qui va éclaircir tout cela d'une façon que vous n'oublierez jamais. Imaginez un échiquier, mais au lieu de pièces, vous avez 64 pièces de monnaie. Chaque pièce a un côté bleu et un côté rouge. Quand toutes les pièces montrent le côté bleu, vous avez une configuration unique. Il n'existe qu'une seule façon pour que toutes les pièces soient bleues. L'entropie ici est minimale, presque nulle. Mais si vous retournez juste une pièce sur le rouge, combien de configurations différentes cela permet-il? Exactement 64, une pour chaque position où cette unique pièce rouge pourrait se trouver. Ça a déjà bien augmenté, non? Maintenant imaginez que vous avez 10 pièces rouges et 54 bleues. Le nombre d'arrangements possibles explose à plus de 150 millions. Et quand vous arrivez au juste milieu, avec 32 pièces de chaque couleur, le nombre de configurations possibles est si gigantesque qu'on n'arrive même pas à le visualiser correctement. Cet exemple des pièces révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'univers. Les états intermédiaires, ceux qui semblent plus équilibrés ou normaux, ne sont pas spéciaux parce que quelqu'un les a planifiés ainsi. Ils sont plus courants simplement parce qu'il existe beaucoup plus de façons d'y arriver. C'est de la pure statistique, mais une statistique à une échelle qui transforme la quantité en qualité. C'est là qu'intervient le génie de Ludwig Boltzmann, un physicien autrichien qui a eu l'une des idées les plus brillantes de toute l'histoire, des sciences. Il s'est rendu compte qu'il pouvait connecter ce monde microscopique de possibilités avec le monde macroscopique que nous expérimentons grâce à une formule. S égale K multiplié par le logarithme de W. Ne vous laissez pas effrayer par les symboles, l'idée derrière eux est magnifique. Le S représente l'entropie, K n'est qu'une constante, baptisée en hommage à Boltzmann lui-même, et W est le nombre de micro-états, c'est-à-dire toutes ces configurations microscopiques possibles dont nous avons parlé. Le logarithme sert à transformer des nombres gigantesques en quelque chose de plus maniable, et garantit aussi que lorsqu'on joint deux systèmes, les entropies s'additionnent au lieu de se multiplier, ce qui est beaucoup plus logique physiquement. Cette formule est si importante qu'elle est gravée sur la pierre tombale de Boltzmann. Et pour une bonne raison, elle nous a donné une nouvelle façon de comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Non pas parce qu'il existe une force mystérieuse qui pousse tout vers le désordre, mais parce que, statistiquement parlant, les états les plus probables sont ceux qui ont le plus de façons d'exister. Cela nous amène à une perception fascinante sur la nature du temps.
Dans la physique la plus fondamentale, les lois qui gouvernent les particules individuelles sont comme des films qu'on peut faire tourner en avant ou en arrière. Les deux directions ont parfaitement du sens. Si vous filmiez deux boules de billard qui se heurtent, puis que vous passiez le film à l'envers, cela semblerait encore parfaitement plausible. C'est ce qu'on appelle la réversibilité temporelle. Mais dans le monde réel, les choses ont clairement une direction préférée. Les œufs se cassent mais ne se reconstituent pas. Les parfums se répandent mais ne se reconcentrent pas. Les gens vieillissent mais ne rajeunissent pas. Cette asymétrie temporelle que nous expérimentons tous les jours ne vient d'aucune loi fondamentale interdisant le retour en arrière. Elle émerge naturellement quand vous réunissez des milliards et des milliards de particules en interaction. Pensez ainsi. Imaginez que vous ayez une boîte divisée en deux, avec toutes les molécules de gaz concentrées d'un côté. Cela représente un état de faible entropie. Il existe relativement peu de façons pour que toutes les molécules restent serrées dans seulement la moitié de l'espace disponible. Maintenant, retirez la cloison. Que se passe-t-il? Le gaz se dilate pour occuper toute la boîte, parce qu'il existe énormément plus de façons pour les molécules de se répandre dans tout l'espace. Théoriquement, les molécules pourraient, par hasard, se regrouper toutes dans un coin de la boîte à nouveau. Les lois de la physique ne l'interdisent pas, mais la probabilité est si absurdement faible que ce serait comme gagner au loto tous les jours pendant 1000 milliards d'années consécutives. En pratique, c'est impossible. C'est là qu'on trouve la seconde loi de la thermodynamique, l'une des lois les plus fondamentales de la nature. Elle affirme que l'entropie d'un système isolé ne diminue jamais spontanément. En d'autres termes, l'univers a une direction préférée, et cette direction pointe toujours vers des états avec plus de possibilités, plus de multiplicité, plus d'entropie. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Cette loi n'est pas une imposition autoritaire de l'univers. C'est une conséquence naturelle et inévitable des mathématiques de la probabilité appliquées à des systèmes à nombreuses composantes. C'est comme si le cosmos était un gigantesque casino où les paris favorisent toujours la maison, et la maison, dans ce cas, c'est l'entropie croissante. Rendons cela encore plus concret. Imaginez deux récipients connectés, l'un avec beaucoup de billes rouges et peu de bleu, l'autre avec beaucoup de bleu et peu de rouge. Si vous secouez le système, permettant aux billes de se déplacer librement entre les récipients, que se passe-t-il? Graduellement, vous allez trouver une distribution plus équilibrée. Moitié rouge et moitié bleu dans chaque récipient. Cela ne se produit pas parce que les billes veulent s'équilibrer. Cela arrive parce qu'il existe énormément plus de façons d'organiser les billes de manière équilibrée que de manière déséquilibrée. Le système explore simplement toutes les possibilités disponibles et la majorité écrasante de ces possibilités mène à l'équilibre. Ce processus de recherche constante des états les plus probables est ce qui crée notre expérience de l'écoulement du temps. Quand nous voyons une fenêtre se briser, nous assistons à un système qui passe d'un état avec relativement peu de configurations possibles, vers intact, à un état avec énormément plus de configurations possibles, éclats éparpillés. L'entropie augmente, et avec elle, notre sensation que le temps a avancé. Ce qui est intéressant, c'est que cette flèche du temps n'est écrite dans aucune loi fondamentale de la physique. Elle émerge naturellement du comportement collectif, de systèmes à nombreuses composantes. C'est un phénomène émergent, quelque chose qui surgit quand on réunit beaucoup d'éléments simples, même si ces éléments individuels n'ont aucune préférence temporelle. Pensez à la différence entre une seule molécule d'eau et un océan. Une molécule individuelle ne fait que vibrer et se déplacer selon des lois microscopiques réversibles. Mais un océan peut avoir des marées, des courants, des tempêtes, des comportements complexes qui émergent de l'interaction de milliards de molécules. La flèche du temps est similaire. Elle émerge quand vous avez des systèmes macroscopiques avec d'énormes quantités de micro-états possibles. Cela nous amène à une perspective quasi poétique sur notre existence. Nous sommes des êtres conscients naviguant dans un univers qui explore constamment ses possibilités, évoluant constamment vers des états de plus grande multiplicité. Notre capacité à nous souvenir du passé mais pas du futur, notre expérience de cause à effet, notre propre mortalité, tout cela est intimement lié à la croissance inexorable de l'entropie. Mais voici quelque chose qui peut sembler paradoxal. Bien que l'entropie augmente toujours globalement, il peut exister localement des îlots d'ordre croissant. La vie est un exemple parfait de cela. Les organismes vivants réussissent à créer et maintenir des structures hautement organisées, défiant apparemment la tendance générale vers le désordre. Comment est-ce possible? La réponse réside dans le fait que les êtres vivants ne sont pas des systèmes isolés.
Ils échangent constamment énergie et matière avec l'environnement qui les entoure. Une plante peut croître et s'organiser en captant l'énergie solaire et en organisant les molécules de l'air et du sol. Mais dans le processus, elle augmente l'entropie de l'environnement plus qu'elle ne diminue sa propre entropie interne. Le bilan total favorise encore la croissance de l'entropie. C'est comme si la vie était une sorte de surfeur cosmique, profitant du flux inexorable de l'entropie croissante pour créer des poches temporaires d'ordre et de complexité. Nous, êtres humains, sommes peut-être l'exemple le plus sophistiqué de ce phénomène. Des structures complexes et organisées qui existent précisément parce que l'univers augmente constamment son entropie totale. Cette perspective nous donne une vision unique de notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs passifs d'un univers déterministe. Nous sommes des participants actifs dans un processus cosmique d'exploration de possibilités. Chaque pensée que nous avons, chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons contribue à l'augmentation de l'entropie totale de l'univers, mais d'une façon qui permet l'émergence de la conscience, de la créativité et du sens. Quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne et contemplons l'immensité du cosmos, nous voyons l'entropie à l'œuvre à une échelle inimaginable. Les étoiles naissent, brillent et meurent, répandant des éléments lourds dans l'espace. Les galaxies se forment, évoluent et finalement se dispersent. L'univers lui-même se dilate, se refroidit et évolue vers un état d'entropie maximale que les scientifiques appellent la mort thermique. Mais même cette perspective apparemment sombre a sa beauté. Le fait que nous soyons ici, conscients et capables de contempler notre propre existence, témoigne de l'incroyable créativité qui peut émerger du processus apparemment simple d'augmentation de l'entropie. Nous sommes, littéralement, l'univers qui se connaît lui-même. L'entropie, par conséquent, n'est pas seulement un concept abstrait de la physique. C'est une clé pour comprendre notre propre nature temporelle, notre mortalité, notre capacité à créer du sens dans un univers qui change constamment. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir des souvenirs, faire des projets, apprendre du passé et imaginer l'avenir. Et c'est peut-être pourquoi le concept d'entropie résonne si profondément en nous quand nous le comprenons vraiment. Ce n'est pas seulement une formule mathématique, c'est une description poétique de la façon dont la réalité se déploie, moment après moment, possibilité après possibilité. C'est la musique silencieuse qui accompagne notre voyage à travers le temps et l'espace. Alors, la prochaine fois que vous verrez une tasse de café refroidir, souvenez-vous. Vous assistez à l'entropie en action. Vous voyez l'univers explorer, ses possibilités, suivant le chemin statistiquement le plus probable vers des états de plus grande multiplicité. Et vous, en tant qu'observateur conscient de ce processus, vous êtes partie intégrante de cette danse cosmique entre ordre et possibilité. L'entropie nous enseigne que le temps n'est pas seulement une dimension abstraite, mais une expérience émergente qui surgit du comportement collectif de systèmes complexes. Elle nous montre que notre existence consciente n'est pas un accident, mais une conséquence naturelle et peut-être inévitable d'un univers qui explore constamment de nouvelles façons d'être. Et avec cette compréhension, nous pouvons peut-être trouver un type différent de sens dans notre bref passage à travers ce cosmos en transformation constante. Non pas un sens imposé de l'extérieur, mais un sens qui émerge naturellement de la structure même de la réalité. Un sens qui est, à la fois, profondément personnel et cosmiquement universel, parce que la connaissance n'est que le commencement.